C'est vrai que très jeune, j'ai été marquée par des situations d'injustice autour de moi. D'ailleurs, souvent, si vous posez des questions à des avocats ou des avocates, souvent ce qui les a poussés à devenir avocats, c'est qu'ils ont vécu des situations d'injustice autour d'eux. Mais ce qui pousse vraiment une personne à devenir, avocat, c'est pour dire la vérité, c'est quand soi-même on subit une situation d'injustice. Voilà, alors ce que je veux dire par là, c'est que vous avez la responsabilité et vous avez le poids des attentes et des enjeux humains derrière chaque dossier. Donc c'est à la fois, en tant qu'avocate, je me sens honorée de la confiance qui est placée en moi, mais à la fois j'ai la pression évidemment, parce qu'il faut que je sois toujours à la hauteur de ma mission. Bien sûr. Donc voilà, mes premières impressions, c'est je vous dis honnêtement, la première impression que j'ai eue, c'est: «Oh là là, quelle responsabilité!» À moi, les dossiers qui me marquent, c'est quand il y a des enfants qui sont impliqués. C'est quelque chose qui m'a toujours, profondément touchée. Dès qu'il y a des enfants en jeu, ça me touche, voilà. Bonjour et bienvenue sur notre podcast. Bon, aujourd'hui, on a une invitée très, très, très spéciale. On a Madame Myriam Brada. Bienvenue, Madame Myriam Brada. Merci beaucoup pour l'invitation. Bienvenue. Bon, Madame Myriam Brada n'est pas seulement une simple personne, une personne c'est une personne qui a bossé, une personne qui a fait beaucoup de succès dans son parcours académique et son parcours, professionnel. Bon, on laisse madame Myriam Brada pour, qu'elle présente. OK? Tu peux te présenter madame Myriam? Alors, merci beaucoup. Alors le succès, on sait pas, hein, le succès, on a toujours beaucoup à apprendre de la vie évidemment, de la vie professionnelle, de la vie personnelle et le succès est relatif, je dirais. Alors je m'appelle, Meriem Barada, je suis avocate au barreau de Casablanca et diplômée de la Sorbonne Paris. Voilà, qu'est-ce que je pourrais dire, d'autre sur moi? Je vous laisserai me découvrir au fil des questions. OK. Bon, pouvez-vous nous parler un petit peu de votre enfance et de l'environnement dans lequel vous avez grandi? Oui, bien sûr. Alors j'ai grandi dans un environnement où l'éducation, les études ont une place primordiale, où la lecture aussi occupait une place centrale. Ma famille m'a transmis très tôt le goût, du savoir, le goût de l'effort, le goût du partage. La communication avait une place importante, spécialement avec mon père. Alors cette enfance m'a donné une solide étude, une solide éthique, pardon, du travail et le désir, d'aider les autres à s'émanciper, d'abord à travers le droit, puis à travers la lecture. Donc c'est justement ce double ancrage, rigueur et ouverture d'esprit, qui m'accompagne encore aujourd'hui dans ma vie professionnelle et aussi dans ma vie personnelle. OK, et pendant votre parcours, votre jeunesse, y a-t-il un moment spécial où il t'a marqué pour devenir un avocat? Oui, forcément, il y a eu un moment dans ma vie où je n'ai plus eu aucun doute pour devenir avocate. C'est vrai que très jeune, j'ai été marquée par des situations d'injustice autour de moi. D'ailleurs, souvent, si vous posez des questions à des avocats ou des avocates, souvent ce qui les a poussés à devenir avocats, c'est qu'ils ont vécu des situations d'injustice autour d'eux. Mais ce qui pousse vraiment une personne à devenir, avocat,
C'est pour dire la vérité, c'est quand soi-même on subit une situation d'injustice. Voilà, donc oui, j'ai subi une situation d'injustice qui m'a poussée à devenir avocate. Mais je Ok. vais la garder pour moi, cette histoire. C'est pas grave, c'est pas grave. On doit garder la vie privée des La vie personnes. privée, Ouais. elle reste privée. C'est justement ces inégalités, de femmes, de familles, heu, des fois de voix qui n'avaient pas la capacité de se défendre. Ce sont des inégalités qui m'ont toujours touchée et qui m'ont donné envie de bah, qui m'ont donné le courage d'avancer pour les défendre. J'ai toujours parlé de défendre le droit des femmes, vous savez? Et j'ai d'ailleurs toujours des dossiers où je défends le droit des femmes, voilà. C'est vrai que je prends beaucoup de dossiers en rapport avec le droit foncier ou en rapport avec le droit du travail, mais j'ai toujours des dossiers qui concernent le droit des femmes. Ok. Voilà. Et vos parents et votre entourage ont-ils joué un rôle dans votre choix de carrière comme avocate? Écoutez, pas directement parce que j'ai personne dans ma famille qui fait du droit. Oh. Ni avocat, ni juge, ni procureur, il y a personne dans ma famille qui fait du droit. Donc tu es la Je première suis personne. ici oui, je suis la première. Je ne sais pas si je suis la dernière, mais en tout cas la première, c'est mon cas. Heu, mais peut-être indirectement. Ok. Est-ce Peut-être que indirectement, mais directement, sûrement pas. est-ce que votre entourage a été contre ou pour que tu deviennes avocate? Car aujourd'hui, on connaît beaucoup de jeunes qui veulent, par exemple, devenir un agent de par exemple, un agent ou de police ou par exemple un avocat ou par exemple un juge ou Mmh. par exemple n'importe quel métier, mais ils trouvent une grande difficulté à parler à leurs parents. Est-ce que tu as trouvé la même chose? Écoutez, en ce qui concerne ma famille, mes parents, ils m'ont transmis des valeurs essentielles comme, le respect de la personne humaine, les valeurs qui sont les valeurs, par rapport aux études. Ça a toujours été quelque chose de très important de faire des études dans ma famille. Ils m'ont toujours encouragée à exprimer mes idées, à défendre ce en quoi je croyais. J'ai grandi dans un environnement, exigeant en ce qui concerne, le fait de poursuivre ses études et le fait de faire de bonnes études. Maintenant sur le choix de carrière, ils ont toujours été à l'écoute de ce que je voulais vraiment faire, et ils ont toujours été à l'écoute de mes besoins par rapport à mes choix de carrière. Voilà, donc mais par rapport au fait, que je voulais faire du droit, c'est vrai qu'ils ont été étonnés, mais ils étaient fiers de moi, voilà et ils m'ont encouragée, jusqu'au bout, heu, ni C'est plus ni bien, moins. c'est bien. Bon, comment s'est passée l'expérience du concours? Par exemple, le concours, pour devenir un avocat au Maroc, tu dois passer par un concours, je pense. Est-ce que tu as trouvé des difficultés? Par exemple, car on sait, les concours au Maroc, beaucoup de jeunes ont des difficultés, par exemple du stress pendant le concours. Parfois, juste les questions sont très difficiles ou quelque chose comme ça. Ah oui, non mais les alors déjà avant d'arriver au concours, les études de droit sont extrêmement compliquées parce que il y a une grande exigence par rapport aux études. J'étais moi à la Sorbonne à Paris, j'avais à peu près 14 matières par année. Il y a un grand volume de travail et par rapport au concours, oui, il est assez compliqué le concours, il y a une pression par rapport au concours. Il est compliqué, mais il est faisable, oui, il est faisable, il est pas non plus insurmontable. Oui. Bon, tu as fait des études en France. Oui. Normalement, est-ce que c'est après ton bac, après grade 12, c'est la dernière année dans le lycée,
ou tu as fait des études avant de partir en France? Non, non, moi j'ai fait l'ensemble de mes études à la Sorbonne, à Paris. J'ai fait une licence en droit privé et puis j'ai enchaîné sur trois masters en droit à la Sorbonne, à Paris. J'ai tout fait en France, absolument tout. O- Euh, voilà, j'ai tout fait là-bas. Ok. Et normalement, tu es parti depuis ton bac, depuis l'âge de 18 ans, c'est ça? Oui, c'est ça, oui. Ok. Est-ce que tu as trouvé une difficulté de partir, par exemple, car on sait beaucoup d'étudiants qui veulent partir après leur bac, ils trouvent un petit peu de stress, un petit peu de difficulté. Parfois, les parents sont contre, ils disent, tu dois rester au Maroc ou tu n'es pas, par exemple, indépendant, etc., etc. Qu'est-ce que tu conseilles les jeunes? Tu peux donner un petit Ce que je conseil? leur, co- Oui. Ce que je leur conseille, c'est de choisir les meilleurs parcours académiques possibles parce que non seulement ils vont avoir la possibilité d'étudier dans les meilleures institutions, qui sont des institutions prestigieuses et reconnues sur la scène internationale. Ce sont des études qui vont les marquer parce que c'est des facultés qui vous apportent des formations juridiques solides. Ils vont pouvoir apprendre à réfléchir avec une certaine rigueur intellectuelle. Et en plus, vous allez avoir une ouverture d'esprit qui vont vous servir plus tard dans la pratique d'avocat. C'est une expérience qui va façonner la vision du droit plus tard. Et ça n'a pas de prix. Moi, j'en garde un excellent souvenir. C'est vrai que Ok. c'est beaucoup de travail, c'est beaucoup de recherche, mais vous allez rencontrer des enseignants absolument extraordinaires et vous allez vivre un cheminement absolument incroyable avec une solide base juridique, une capacité d'analyse critique qui sert encore dans la profession d'avocate, qui me sert aujourd'hui dans ma profession d'avocate tous les jours. C'est vrai qu'il y a des difficultés, mais les difficultés, les obstacles, c'est ce qui construit l'être humain jour après jour. Et puis, les parents, quoi dire à nos parents que nous allons construire notre personnalité avec les obstacles que nous allons vivre aujourd'hui. Il faut bien que le cordon soit coupé à un moment pour qu'on puisse devenir des adultes, Ok. des jeunes adultes, puis des adultes plus tard. Oui, exactement. Euh, Tu as parlé des difficultés. Comment tu as bâti ces difficultés, ces obstacles en général? Eh bien, j'ai rencontré des difficultés par rapport au rythme intense lié aux études à la Sorbonne. Euh, bien, parce que j'ai surmonté ces obstacles justement avec une grande discipline de travail, avec des méthodes de travail efficaces. Alors, j'adorais faire des fiches et j'étais très organisée. Alors, faire des études de droit. Le mot-clé, c'est l'organisation. Alors, si vous n'êtes pas organisé, vaut mieux laisser tomber. C'est des défis qui vont renforcer la persévérance. Et puis, au final, j'ai la conviction que chaque difficulté, c'est une occasion de se dépasser. Ok. Voilà. Ok. Et normalement, quand tu as réussi le concours, etc., quand vous êtes prête à sermonner pour la première fois, que vous Mhm. avez senti en portant la robe d'avocat? Ah bah it's the best outfit ever. C'est le vêtement le plus cher que j'ai chez moi. Écoutez, je suis absolument fière de cette robe d'avocate. Puis le barreau de Casablanca est une institution absolument prestigieuse avec une très très bonne organisation. Euh, c'est, euh, c'est une étape vraiment décisive dans un parcours de juriste. Euh, J'en garde un très bon souvenir. C'était un moment solennel. C'était un moment important.
C'était un très, très, très beau moment quand j'ai prêté serment. C'était très beau. OK. Ah, c'était très beau. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Oui, C'était un des plus beaux jours de ma vie. c'est le meilleur jour, je Vous pense. savez, Oui? oui, oui, c'est le plus beau jour de ma vie. Vous savez, d'ailleurs, notre bâtonnier nous dit toujours qu'en réalité, nous ne portons pas la robe d'avocate uniquement lorsque nous sommes au tribunal. Nous la portons tout le temps. Nous sommes avocats du matin au soir parce que nous portons toutes ces valeurs de rigueur, de détermination, voilà, de sobriété aussi, de contenance, euh, voilà, de secret professionnel, et nous Oui, sommes avocats du matin au soir en réalité par qui nous sommes, par nos personnalités et par nos valeurs de discrétion aussi. Voilà, mais par exemple, dans ma vie de tous les jours, il y a des choses dans mon attitude, dans ma personnalité, plein de choses que je m'empêche de faire, par exemple, par rapport à mon métier. Plein de choses que je m'empêche de faire, plein de choses que je m'empêche de dire, de par mon métier. J'ai bien un sûr, devoir de discrétion, j'ai un devoir de tenue, j'ai un devoir de... Je suis avocate, j'ai une fonction, vous voyez? Donc, voilà, c'est une profession que je respecte énormément et que je suis fière d'avoir. Voilà. bien sûr. Je vous parle vraiment naturellement, hein, Oui, oui. euh, voilà. Bon, quelles ont été vos premières impressions lorsque vous avez fait votre première, par exemple, quand vous avez atterri à votre première cour dans la cour pénale, comment on l'appelle? Qadia. Mhm. Oui. Oui, Alors, j'ai ressenti bien sûr beaucoup d'enthousiasme, mais aussi beaucoup de responsabilité. Vous savez, c'est une grande profession parce que vous défendez, vous accompagnez des personnes, mais ces personnes-là, elles vous confient ce qu'elles ont de plus important. Des fois, vous avez des affaires de famille, des personnes qui vous confient une affaire sur la garde d'enfants. Une mère qui vous confie une histoire, une affaire sur une garde d'enfants, là, ses enfants, c'est ce qu'elle a de plus précieux. Ou là, sinon, une affaire commerciale, une personne qui vous confie, un homme d'affaires qui vous confie ses affaires commerciales, c'est quelque chose quand même c'est quelque chose qui est important aussi. Je vous donne deux exemples. Ce n'est pas comparable. Évidemment qu'on ne compare pas des enfants à des affaires commerciales. Ce sont juste deux oui, exemples distincts et qui ne sont absolument pas comparables. Pas de confusion à faire là-dedans. Voilà, alors ce que je veux dire par là, c'est que vous avez la responsabilité et vous avez le poids des attentes et des enjeux humains derrière chaque dossier. Donc c'est à la fois, en tant qu'avocate, je me sens honorée de la confiance qui est placée en moi, mais à la fois, j'ai la pression, évidemment, parce qu'il faut que je sois toujours à la hauteur de ma mission. bien sûr. Donc voilà, mes premières impressions, je vous dis honnêtement, la première impression que j'ai eue, c'est oh là là, quelle responsabilité. OK. Ouais. Bon, quels sont les quelles sont les principales difficultés que vous avez rencontrées pendant votre première affaire? Par exemple, ou vos premières affaires, Écoutez, la première je année pense en que général. je pense honnêtement que les premiers, ça doit être pareil chez mes confrères et mes consoeurs, ça doit être la pression, la gestion de la pression. En fait, les clients, ils pensent, en fait, chaque client, j'ai l'impression, hein, je devrais leur poser la question d'ailleurs. Chaque client pense que, il est le seul. Ou bien, en fait, c'est soit il pense qu'il est le seul, soit il pense que pour lui, tout est urgent. En fait, chaque client pense qu'il est le seul et que c'est urgent. En fait, les clients, ils attendent beaucoup de nous et chaque dossier a sa charge émotionnelle. Et oui, voilà, tout est urgent, voyez, moi, j'ai deux lignes, une ligne personnelle et une ligne professionnelle. Et sur ma ligne personnelle, là, je dois avoir, je sais pas moi, 200 messages que j'ai pas encore eu le temps de lire, par exemple. Voilà.
c'est vrai que le défi aujourd'hui pour les avocats, c'est de trouver un équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle parce que on est un peu, on est un peu marié à notre métier, hein, quelque Oui. part. Y a-t-il une affaire ou un dossier qui vous a particulièrement marqué dans votre carrière? Je sais que tu dois garder le secret professionnel, mais tu peux parler juste Euh, en général. À moi, les dossiers qui me marquent, c'est quand il y a des enfants qui sont impliqués. C'est quelque chose qui m'a toujours profondément touchée. Dès qu'il y a des enfants en jeu, ça me touche, voilà. Souvent, quand c'est des dossiers où il y a un élément d'extranéité, ça veut dire qu'il y a, par exemple, des dossiers entre la France et le Maroc, et qu'il y a des enfants qui sont enlevés, par exemple. Oui, oui. Donc, c'est un des dossiers qui touche profondément à l'humain. Et c'est des dossiers qui touchent à l'avenir d'une famille. Voilà, c'est des dossiers, parce que j'en ai pas eu évidemment qu'un seul, où j'ai compris que mon rôle d'avocate ne se limitait pas à plaider le droit, mais en fait qui consistait à accompagner et soutenir moralement. Très souvent, je me suis retrouvée à à porter à bras le corps voilà, mes clientes sur plusieurs volets. Parce que voilà, on est des humains et je trouve vraiment que être une avocate, voilà, avec ce sens de l'humanité, c'est important pour moi d'être sur ce volet-là, d'être, d'accompagner aussi sur le volet humain quand je peux le faire. Sur certains dossiers, quand je peux le faire, je le fais. Dans votre métier, est-ce que c'est plus difficile de convaincre un juge ou de convaincre un client en général? Je sais que le juge est Alors, très, très, très différent du client car le juge a une place et le client, il pense d'autres choses. Mais pour vous, est-ce que vous avez trouvé une difficulté? alors moi, j'ai une façon de penser qui est claire. Moi, je ne cherche jamais à convaincre un client. S'il n'est pas convaincu, c'est réglé. Ah non, moi, mon travail, c'est de convaincre le juge. Moi, le client, je cherche pas à le convaincre. Ok. Mon client à moi? Non. Moi, déjà, je dois me battre contre la partie adverse. Ah, si je dois me battre Ouais. avec mon client aussi, ça va pas le faire, hein. Ouais. Non. Ah non, non. Je cherche pas à convaincre mon client. Mon Mais, client, je dois avoir avec lui un rapport de confiance, un rapport sain, une communication fluide. J'ai personne à convaincre, hein, du côté de mon client. Non, mon ok. client, je dois avoir juste une communication saine et fluide avec lui. J'ai pas à le convaincre. S'il n'est pas convaincu de lui-même, non, je fais même pas d'effort pour le convaincre. Oui. Parce qu'on voit aujourd'hui beaucoup de clients qui n'ont pas une grande confiance, Hmm, surtout au Maroc, ils hmm. n'ont pas une grande confiance aux avocats, aux médecins, à tout. Ah ben ça, ah Je ben pense ça, que ouais, c'est la c'est. mentalité marocaine. Ah ouais, ça, ben ça, j'y peux rien. Vous savez, tout ce qui tend vers la généralisation, tant bien même elle serait justifiée, et, on met ça dans le sac des croyances. Euh, moi, je, j'ouvre un champ de communication avec mon client. Je cherche à convaincre personne. D'ailleurs, dans notre code de déontologie, c'est le client qui vient m'aborder, c'est le client qui vient chercher mon assistance, c'est le client qui vient chercher mon conseil. Euh, donc, j'ai personne à convaincre. S'il vient chercher mon assistance, c'est qu'il est déjà convaincu. Moi, j'ai rien demandé, hein. Bien sûr. Vous voyez? Donc, le rapport, il est dans ce sens. Oui, D'ailleurs, je déconseille catégoriquement à mes confrères ou aux futurs avocats d'aller, entre guillemets, démarcher qui que ce soit. Ça les mettrait dans de très mauvaises positions. bien sûr. Euh, vous Euh, voyez? Comment vous vivez-vous la relation parfois?
Je sais que la relation parfois est compliquée entre les avocats, les juges et les procureurs, etc. Est-ce qu'il y a une grande difficulté? C'est ça ou non? Écoutez, non, il n'y a aucune relation conflictuelle, il y a une relation professionnelle. Car, Écoutez, chacun est à sa place, il y a une... Non, non, il y a... Le juge, on le voit en audience, le ouais, procureur, on le voit en audience aussi, il n'y a pas de débat là-dessus. oui. Avez-vous déjà eu des cas où vos convictions personnelles entrent en conflit avec votre devoir professionnel? Alors là, je m'arrête. Ah oui, Quand les convictions personnelles sont touchées, écoutez, moi, je suis de nature assez entière. Moi, mes convictions personnelles, déjà, quand un dossier s'offre à moi et que ça touche à mes convictions personnelles, je le refuse tout simplement. Vous savez, l'avocat est libre de prendre un dossier ou de le refuser. Je prends pas le dossier tout c'est simplement, ça ce c'est qui tout, rend un bon avocat c'est tout. d'un simple avocat. Mais c'est tout. Et autre chose, avant de prendre un dossier, je l'analyse. Si je vois que le dossier a de fortes chances d'être perdu, bah, c'est pas la peine de prendre un dossier comme ça vous a c'est pas voilà. Oui, Vaut mieux garder, son nom propre et de garder une bonne image, vous savez, le monde est petit, hein. c'est vrai. Y a-t-il une grande différence entre la théorie qu'on apprend dans la faculté des droits et la pratique réelle dans les tribunaux? C'est une très bonne question. Il y a pas une très grande différence. Les facultés forment très bien les esprits. Ça forme l'esprit d'analyse, ça forme à ce qu'on appelle le syllogisme juridique, ça forme à l'esprit critique et cetera. Il faut quand même il faut apprendre tout, le droit civil, le droit foncier, le droit pénal, la procédure civile et j'en passe, le droit de la famille, tout ça. Mais quand même la pratique, il faut pratiquer quand même. Il faut pratiquer quand même. La pratique, c'est important. Alors, vous allez voir que vous n'allez pas vous ennuyer en tant qu'avocat, hein, pour les personnes qui nous écoutent et qui vont devenir avocats, vous n'allez pas vous ennuyer. Tous les jours, vous allez entendre des histoires. C'est ce qui est génial, hein, dans ce métier. Vous n'allez pas avoir voilà, ça se ressemble pas, hein, enfin, c'est vrai qu'il y a des cas qui se ressemblent, mais c'est passionnant parce que ça bouge. Oui, Ça oui, bouge, oui. surtout pour les personnes qui font du contentieux comme moi. Heu, oui, c'est très, c'est du cas par cas, quoi. Et la Et pratique, c'est important parce que c'est vrai qu'on découvre beaucoup de choses avec la pratique. c'est c'est Des choses vrai. qu'on peut pas découvrir à la fac, forcément. Euh, bon, normalement, je pense que la phase théorique, c'est très, très, très différente d'une phase pratique, c'est ça? Oui, c'est différent, oui. Forcément, avec la pratique, vous allez découvrir des rouages, vous allez découvrir des choses propres à la procédure. Par exemple, je sais pas moi, par exemple je sais pas moi, certaines procédures dans le droit foncier, on va jamais vous apprendre ça à la fac. C'est vrai. C'est impossible. J'ai vu que tu es spécialisé plus dans les droits des affaires, les droits de famille. Pourquoi tu as choisi ces deux domaines? Non, je fais du droit des affaires, je fais beaucoup de droit foncier, ce qui concerne, les successions, partage d'héritage et cetera. Je fais aussi beaucoup de droit du travail et droit de la famille aussi et je fais aussi du droit commercial et du droit civil. Vous savez, le marché marocain, il n'est pas assez grand, on n'est pas à Paris pour avoir des avocats qui ne font qu'une seule spécialité et pas les autres. Donc, un On avocat au n'est pas Maroc, encore à oui, on n'est pas encore dans des très, 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 très grandes villes, comme à Paris où vous allez avoir, des avocats très hyper spécialisés et qui vont faire qu'une seule spécialité. Moi, c'est ce que je fais, le plus, heu, c'est ce que je fais le plus par la force des choses, voilà. Mais c'est venu comme ça, au fil des années. C'est venu comme ça, c'est tout.
C'est venu comme ça et j'ai trouvé de la facilité à faire ces matières, c'est tout. OK. Selon vous, euh, quelle est la partie la plus passionnante du métier d'avocat? Moi, j'aime bien faire des recherches quand je rédige les requêtes pour répondre au tribunal. J'aime bien faire des recherches et trouver des arguments pour répondre à la cour parce que je trouve que c'est intéressant intellectuellement. J'aime bien trouver des arguments, j'aime bien trouver des jurisprudences. La jurisprudence, ça veut dire des décisions de la Cour de cassation pour appuyer les arguments de droit. Je trouve ça passionnant parce que quand vous construisez un argumentaire et que vous appuyez ça avec des décisions de la Cour et que toute cette réflexion fait sens, euh, je trouve ça beau d'écrire tout ça et de le présenter à une cour. J'aime ça. J'aime j'aime débattre en fait. J'aime débattre des idées. C'est Et vrai. j'aime les confronter. Enfin, en fait, c'est toute cette histoire de débattre des idées et les confronter à une partie adverse. Je trouve ça challengeant et je sais pas, je trouve ça exciting en fait. Oui. J'aime bien. Et puis j'aime bien savoir ce qui va être pris en compte à la fin. Et puis voilà, je trouve ça amusant en fait. OK. Je m'ennuie pas en fait, c'est ça. C'est normal car c'est un métier très, très, très difficile et qui a beaucoup de... Mhm. C'est pas une routine Non, euh, non, c'est pas une qui se... routine du tout. Oui. C'est à chaque fois quelque chose de nouveau. Oui, voilà, c'est ça. Moi, depuis mon point de vue au début, avant de faire ce podcast avec vous, euh, j'avais une petite impression sur les avocats, comme s'ils, chaque jour, ils doivent entendre un nouveau story time. Oui. OK? Euh, pour vous, quelles compétences hors du droit, par exemple communication, psychologie, négociation, qui vous aident la plus dans votre travail en tant qu'avocate? Alors, les compétences, déjà, je trouve qu'il faut être très calme parce qu'il faut avoir une grande distance émotionnelle pour gérer le métier. Il OK, faut préparer les dossiers, il faut rester organisé et il faut garder une distance émotionnelle, c'est-à-dire ne pas se laisser submerger par les émotions parce que les clients en général, eux, ils sont submergés par les émotions. Donc, si vous, vous êtes aussi submergé par les émotions, on n'est pas sorti de l'auberge. Il vaut bien qu'il y en ait un qui soit calme parce que eux, ils sont pas calmes. C'est oui, c'est normal, des normal. fois, ils sont en stress en général, donc il vaut mieux que vous gardiez la tête froide et n'oubliez pas que en même temps, vous avez dans la journée au moins 15 personnes qui n'ont pas la tête froide. Donc, il faut tous les gérer dans la, dans la Wow. journée. Voilà, déjà ça. Ensuite, il faut être très organisé. Je pense qu'il faut aussi avoir un sens de l'écoute parce que vous avez des personnes qui vous racontent leurs problèmes euh, et avoir un sens de l'écoute, de l'empathie, c'est vraiment important dans ce métier. Et bah, c'est déjà pas mal de compétences, ça. Et évidemment, moi, je trouve que le droit, c'est comme de la microchirurgie. Je trouve que l'excellence est dans le détail. Vous savez, c'est bien de faire des recherches de droit et d'écrire des requêtes. Mais quand vous les écrivez avec plus de détails et quand vous tombez sur les petites failles d'un dossier, euh, j'appelle ça de la microchirurgie. Je trouve faut avoir enfin, pourquoi je dis ça? Je dis ça parce que je trouve qu'il faut avoir beaucoup de patience. C'est vrai. Il faut avoir la patience de chercher, en fait. J'ai remarqué ça dans le métier. Des fois, il faut chercher longtemps. Faut pas, OK. se fa- faut avoir de la patience pour chercher longtemps jusqu'à ce qu'on trouve vraiment euh, la jurisprudence qu'on voulait, la décision de la cour qu'on voulait. Il faut avoir la patience d'écrire les choses comme il faut. De revoir, de réécrire jusqu'à ce qu'on ait la bonne version.
Et il faut avoir les nerfs solides, hein, parce que des fois, voilà, il y a les émotions qui sont en jeu. Un procès, voilà, c'est pas évident à gérer hein, émotionnellement, même pour les avocats. Hein, faut pas croire. C'est vrai. Est-ce Et que surtout pour rentrer à la maison et oublier tout ça. Hein. oui, bien sûr, dans tous les métiers, il doit avoir une séparation entre le mode professionnel et le mode Voilà, personnel. c'est ça, oui. C'est normal. Est-ce que la profession d'un avocat est différente pour une femme au Maroc aujourd'hui? Surtout, j'ai entendu au début que tu défends les femmes. Donc, est-ce que pour aujourd'hui, c'est très difficile qu'une femme être un avocat? Ouais, elles sont excellentes, hein, les femmes de mon pays. Elles sont Ouais, brillantes, elles travaillent, elles rentrent à la maison, elles gèrent leur maison, elles m'impressionnent, hein, les Marocaines. Je vous assure, je les trouve magnifiques. Puis, non, je trouve que, ouais, elles sont assidues, les femmes. J'aime pas beaucoup faire cette différence homme-femme. bien sûr. Non, non, Il n'y a pas non. une grande différence entre les femmes. C'est équitable. C'est 100%, Non, 50%, voilà, 50. ouais, ouais. Ouais. Voilà, c'est ça. Puis l'équité est un principe constitutionnel, donc écoutez, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Moi, pour moi, c'est Ouais. pareil. OK. Euh, selon vous, comment la profession d'avocat évolue-t-elle aujourd'hui au Maroc? Écoutez, je pense qu'elle évolue bien. Euh, Oui, vous savez, il y a des lois qui sont votées. Là, je pense en 2025, il y a une loi qui a été votée. Je pense qu'on est en train de changer pour pour un nouvel encadrement de la profession. Il y a des débats autour de plusieurs réformes aussi. Je pense qu'on est en train de voir pour faire une institution pour la formation des avocats, donc c'est très bien. Euh, il y a aussi, il y a aussi des lois qui ont été votées pour la digitalisation de la justice. Donc, il y a des avancées rapides. Bon, maintenant, la digitalisation de la justice, c'est un peu compliqué parce qu'il faut former les gens à la digitalisation. Bon, c'est vrai qu'on a eu des critiques sur les audiences à distance, etc. C'est un peu difficile de maîtriser les nouveaux outils. bien sûr. Ensuite, je tiens à souligner le rôle de l'ordre des avocats, qui est très présent partout, qui accompagne les gens dans la formation continue. Moi, je prends des stagiaires avec moi au cabinet, ils leur font tout le temps des conférences sur plusieurs sujets très intéressants. On a tout le temps de grands avocats, de grands arbitres qui donnent des formations à la maison de l'avocat. Donc, il y a des formations continues toute l'année. Euh, donc, ça, c'est très bien. Voilà. Sinon, la profession, elle évolue bien parce qu'on a eu de très bonnes réformes. Vous savez, on a eu la mise en place du conseil supérieur avec l'indépendance des pouvoirs. Donc, les choses vont bien, pourraient aller mieux, c'est vrai, mais elles avancent bien pour l'instant. Bien sûr, car Voilà. Il faudrait juste qu'on renforce les structures, pour aller de plus en plus vers un état de droit. quand tu as parlé de la digitalisation, je pense que le Maroc a lancé je pense un site ou une application qu'on peut suivre notre dossier, etc. comme ça. Oui, oui, Ouais. c'est vrai. Moi, je trouve que ça, c'est cool. Car Oui, c'est la même chose que les pays comme oui. Canada, la France, les États-Unis, etc. Mais vous savez, ça existait même avant. Vous avez mahakim.ma. Depuis longtemps, vous pouvez suivre votre dossier. Sur Oh, mahakim.ma, vous rentrez le numéro de dossier, vous pouvez voir où est-ce qu'il en est, votre dossier. ok. Ouais. Avez-vous déjà eu des moments de fierté où vous avez senti que vous avez changé la vie d'un client?
Oui, bien sûr. Écoutez, ça c'est, bah oui, quand, voilà, ce sont des moments qui sont importants bah, à chaque fois que vous gagnez le dossier, bah, vous savez, ce sont Ouais, des moments où, pour l'avocat, c'est pas qu'un seul dossier, c'est la vie d'un client qui change. Quand vous rendez un enfant à sa mère, quand vous, a- quand un homme d'affaires récupère une très grosse somme correspondant à une indemnisation, quand vous avez une salariée qui récupère un montant par rapport à un licenciement abusif conséquent, bah, tout ça, ce sont des moments qui sont extrêmement importants. bien sûr. Ce sont des moments qui sont des tournants dans leur vie. Et pour nous, ce ne sont pas des simples dossiers. Pour nous, on est engagé avec eux. Vous savez, quand on attend un délibéré, nous aussi, Ouais. on l'attend comme eux, hein? Ouais. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, le rôle d'un avocat dépasse la salle d'audience et touche aussi l'éducation citoyenne? Le rôle d'un avocat, oui, il dépasse la salle d'audience. Oui, il dépasse la salle d'audience. L'avocat, il est avocat tout le temps, comme je vous ai dit tout à l'heure. Il est avocat du matin au soir. Il est avocat dans son éducation, dans sa façon d'être, dans sa façon de parler, dans sa façon de se comporter. Maintenant, est-ce que la deuxième partie de votre question, est-ce qu'il touche l'éducation, vous voulez dire? Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Oui, est-ce qu'il touche l'éducation citoyenne, Écoutez, c'est pas le rôle d'un avocat d'éduquer, les de citoyens? faire de l'éducation civique. Euh, c'est pas notre rôle du tout. Nous, on est là pour défendre les intérêts juridiques des personnes et de les représenter auprès des tribunaux. L'éducation des jeunes, elle se fait par l'enseignement. C'est la meilleure façon d'éduquer les jeunes. C'est l'avenir d'une nation, c'est l'enseignement, c'est pas autre chose. C'est vrai. Nous, ce qu'on peut, c'est les inspirer, peut-être, pour se former, être des modèles d'inspiration, si je puis dire. J'espère Oui, que c'est oui, pas c'est ça. arrogant ce que je viens de dire, mais, mais les éduquer, non, sûrement pas. Je peux pas me permettre d'éduquer qui que ce soit. Oui. Comment vous préparez-vous mentalement avant de défendre une affaire importante, une affaire très, très, très importante? Par exemple, une affaire compliquée ou quelque chose comme ça. Je lis. Comment ça, tu lis? Et écoutez, chacun a sa façon de déstresser. Oui. Ben moi, je lis, j'ai même créé un club de lecture. Je lis, je lis des livres, je lis tout le temps en fait. Enfin, je lis tout le temps. Je lis le soir et je lis le week-end. Sinon, tout le reste du temps, ben, je travaille. Mais ma façon de libérer le stress et libérer l'énergie négative et ma façon de calmer mon cerveau pour qu'il puisse mieux travailler, c'est lire. Donc, quand j'ai envie de libérer mon cerveau pour qu'il puisse mieux produire et mieux travailler, c'est lire. Je lis des livres. Oui. Oui, oui, comme vous entendez. J'ai vu aussi que tu as créé The Book Club Therapy, c'est ça? Oui, oui, c'est Ok. ça, oui. Où tu as un concept de un livre par une session par mois, c'est ça? Oui, c'est ça, oui. Ok. Tu peux raconter un petit peu pour l'idée de créer un club. Est-ce que pour vous c'est génial? Qu'est-ce qu'il t'a foncé à créer le club? Et ben, ce qui m'a fait penser à créer le club, c'est que ce qui m'a aidé dans ma vie pour réduire le stress Allô? et réduire Allô? Ok. Allô? Allô? Oui. Ok. Tu Donc, peux je réponds à la répéter? question. Oui, oui. Oui, 3, je réponds à 2. la question. Ok. 3, 2, 1.
Eh bien, pour répondre à la question, c'est justement ce qui m'a aidé à réduire le stress, réduire l'anxiété, et être plus productive dans mon travail d'avocate, c'est la lecture. Et donc, j'ai voulu faire profiter plus de gens, des bienfaits de la lecture. La lecture a d'excellentes vertus thérapeutiques. Et donc, j'ai décidé de créer le Book Club Thérapie. Le Book Club Thérapie que je propose aux gens une fois par mois, à raison d'un livre par mois. Voilà, je propose des livres avec des thématiques chaque mois, comme le bonheur, comme la relation mère-fille, comme le couple, comme l'éveil spirituel, comme enfin, plusieurs thématiques qui nous concernent tous. Ce sont des sujets qu'on se pose dans nos vies. Ce sont des problématiques qu'on se pose dans nos vies. Et ce sont des questions que je me suis posées dans ma vie. J'ai eu envie de les partager avec d'autres personnes et j'ai créé ça il y a 3 ans. Oh. Voilà. Et Bon, c'est... pour toutes les personnes qui nous écoutent, je vais vous laisser tous les liens, même le lien de Book Club Therapy, si quelqu'un veut rejoindre le club. Avec plaisir. D'ailleurs, je le fais à Casa, à Rabat, tous les mois et en ligne pour les personnes D'ailleurs, j'ai des personnes qui sont au Canada, là où vous vous Ouais, trouvez. tu n'as personne. Peut-être que dans le futur, tu vas avoir beaucoup. Oui, j'ai des personnes qui sont au Canada Ah, tu déjà as des depuis personnes. des Ok. années. Ouais, ouais, j'ai des... Non, non, j'ai pas 2 personnes. Non, j'ai des personnes qui sont au Oui, oui, Canada. oui. Oui. Ok. J'ai vu que tu as été invité à le plateau de Zem, c'est ça? Oui, ben, vous avez fait de bonnes recherches, dites-moi. Oui, oui. Avec Wadi Dada. Oui, Comment c'était effectivement. l'expérience? Ah bah oui, j'étais vraiment stressée. C'était une magnifique expérience. Wadji Dada est un très grand journaliste. Euh, et c'était magnifique. J'en croyais pas mes yeux d'être invitée à un journal télévisé. En plus, c'était en direct, c'était bien stressant. Là aussi, on est en direct, hein. Oui. J'ai repris aucun texte. Alors, oui, écoutez, c'était bien. C'était bien. C'était impressionnant. Ouais, c'était impressionnant le passage télé. Ok. J'en garde un très bon souvenir. Ok. Euh, euh, pour les jeunes qui veulent devenir des avocats, quel est le meilleur conseil que tu peux donner? Le meilleur conseil que je peux donner, étudiez bien. Faites de bons masters. Faites de très bons masters. Euh, N'hésitez pas vraiment parce que vous aurez jamais l'occasion de les faire plus tard. Ne vous dites pas, je vais commencer à travailler, je vais faire le master après parce que Radit c'est exemple, bien, vraiment. Faites-les. Parce que ça, c'est mon père qui me dit tout le temps, les diplômes, c'est une richesse. Vraiment, c'est une grande richesse. Vous allez jamais les perdre et c'est votre plus grande richesse. Donc, moi, je les ai encadrés dans mon cabinet. Je les vois chaque matin au réveil et vous allez jamais on regrette jamais un diplôme, vous savez. C'est vrai. Donc, profitez-en tant que vous êtes jeune pour étudier. Vous avez toute la vie pour travailler. Je ne sais pas qui c'est qui m'a dit cette phrase, mais il avait raison. Vous avez vraiment toute la vie pour travailler. Et ensuite, faites de bons stages. Moi, j'ai eu de très bonnes expériences en faisant des stages dans des cabinets internationaux. J'ai beaucoup appris. Vraiment, j'ai beaucoup appris. J'ai appris beaucoup de choses. D'ailleurs, je salue les collaborateurs et les collaboratrices qui ont pris le temps de me former. Et je les remercie profondément aujourd'hui. Et ensuite, eh bien, la vie vous apprendra ce qu'elle devra vous apprendre. Voilà. Bon, quel est votre souhait ou votre vision pour l'avenir de la justice au Maroc?
Eh bien, je souhaite le meilleur pour mon pays parce que le droit est l'art du juste et du bien. Et que je souhaite, qu'on évolue concrètement, vers un état de droit, vraiment, vraiment concrètement, par les décrets d'application et par, les circulaires. Hem, J'espère qu'on va arriver à bout des réformes du code de la famille et du code pénal. J'espère vraiment qu'on va le faire parce que c'est important qu'on arrive vraiment à, appliquer vraiment ce qui est écrit dans la réforme de la Constitution de 2011, Oui, parce qu'on a quand même ratifié des conventions internationales importantes et qu'on doit être, je vais dire entre guillemets à jour par rapport à ces conventions internationales. c'est vrai. Voilà, le Maroc est un beau pays, heu et on a un grand chantier, judiciaire et on doit le finir. Mmh. C'est vrai. J'ai une question. Si Mmh vous mh. pourriez vous adresser un petit message à la petite Myriam, c'est toi dans la voix, qui Ah, commençait c'est son mignon, parcours, que lui diriez-vous aujourd'hui? c'est trop mignon. Oui, Hem, je lui dirais, garde toujours cette lumière dans tes yeux et cette curiosité dans ton cœur. Tu ne le sais pas encore, mais les livres que tu lis deviendront tes ailes, et tes rêves deviendront ton chemin. Tu connaîtras encore des épreuves, mais chacune d'elles sera une marche vers la femme forte, indépendante et inspirante que tu es. Voilà. merci beaucoup. Merci Madame Myriam Brada pour d'avoir accepté notre invitation à Radio Chef. Merci d'avoir donné beaucoup de conseils aux jeunes. Je vous en prie. Bon, pour les personnes qui veulent toutes les informations de Madame Meriem, vous trouvez dans la description de l'épisode, soit que vous êtes sur YouTube ou sur Apple Podcasts ou Spotify ou n'importe quelle plateforme, vous trouvez toutes les informations dans le bio, comme l'adresse du cabinet ou par exemple comme toutes les informations que Madame Meriem veut qu'on poste. Ok. Merci et on se voit dans la prochaine épisode. Au revoir. Au revoir. Au revoir.